Hello, c'est Caro. Bonjour. On se retrouve pour la 5e lecture du Chant de Noël de Charles Dickens. On est au 3e couplet, page 88, qui s'intitule « Le second des trois esprits ». C'est parti. S'éveillant au milieu d'un ronflement, d'une sonorité prodigieuse et se mettant sur son séant pour rassembler ses pensées, Scrooge n'eut pas besoin d'être informé qu'une fois de plus, le coup d'une heure allait sonner. Il sentit qu'il était rendu à la vie consciente jusqu'au bon moment, dans le but exprès d'entrer en conférence avec le 2e messager qui lui serait dépêché grâce à l'intervention de Jacob Marley. Mais comme il s'aperçut qu'un frisson glacé le saisissait lorsqu'il se demandait lequel des rideaux de son lit ce nouveau spectre allait tirer, il les ouvrit tous de ses propres mains et, s'allongeant de nouveau, se mit aux aguets pour surveiller les abords de son lit avec vigilance, car il désirait affronter bravement l'esprit au moment même où il apparaîtrait et ne voulait pas se laisser prendre par surprise ni perdre son sang-froid. Messieurs les gens désinvoltes qui se targuent de ne s'étonner de rien et d'être, quoi qu'il arrive, à la hauteur des circonstances, décrivent le vaste champ de leur pouvoir d'affronter les aventures en se déclarant prêts à n'importe quoi, du jeu de pile ou face à l'homicide. Points d'extrême entre lesquels se présente sans aucun doute un choix de sujets nombreux et variés. Sans m'engager aussi hardiment pour Scrooge, je n'hésiterai pas à vous prier de croire qu'il était prêt à voir surgir bon nombre d'apparitions bizarres, et que peu de choses, d'un petit bébé à un rhinocéros, auraient pu le surprendre. Or, s'il s'attendait à tout, ou peu s'en faut, il n'était nullement préparé à ce qui n'arriva. Rien. Par conséquent, lorsqu'une heure sonna à la pendule, sans aucune apparition eût fait son entrée, il fut saisi de tremblements violents. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure passèrent, rien ne se produisit. Pendant ce temps, il reposait sur son lit, au centre et au cœur même d'une grande lueur rougeâtre, dont les rayons avaient convergé sur lui au moment précis où sonnait l'heure. N'étant que lumière, la chose était plus alarmante pour lui qu'une douzaine de fantômes, car il lui était impossible de savoir ce qu'elle signifiait ou présageait. Il craignait même par instant d'offrir, sans avoir la consolation de le savoir, un cas fort intéressant de combustion spontanée. À la fin, toutefois, il lui vint à l'idée ce que vous ou moi aurions pensé dès le début, car c'est toujours la personne qui n'est pas trouvée dans l'embarras qui sait ce qu'il aurait fallu faire, ce qu'elle-même aurait fait indubitablement. À la fin, dis-je, il lui vint à l'idée que la source et le secret de cette lumière spectrale pourraient bien se trouver dans la chambre voisine, d'où, lorsque Scrooge la suivit à la trace, il eut l'impression qu'elle émanait. Cette idée s'étant complètement emparée de son cerveau, il se leva doucement, enfila ses pantoufles et se glissa jusqu'à la porte. Au moment où il posait la main sur le loquet, une voix inconnue l'appela par son nom et lui enjoignit d'entrer. Il obéit. Décidément, aujourd'hui, Oni est fort participatif. Oni. Dis. Allez, encore un petit effort. Allez coucher. Une vingtaine de minutes. Coucher. Voilà. Au moment où il posait la main sur le loquet, une voix inconnue l'appela par son nom et lui enjoignit d'entrer. Il obéit. C'était son propre petit salon. Cela ne faisait aucun doute. Mais la pièce avait subi une étonnante transformation. Les murs et le plafond étaient si bien ornés de feuillage vert qu'on eût dit un vrai bocage, où de tous côtés scintillaient de brillants baies.
Les feuilles luisantes du houx, du gui et du lierre reflétaient la lumière comme autant de petits miroirs éparpillés parmi la ramure. Et dans la cheminée montait en rugissant une flambée magnifique, dont ce triste foyer pétrifié n'avait jamais connu l'ardeur, ni autant de Scrooge, ni autant de Marley, depuis bien des hivers. Entassés sur le plancher et formant une sorte de trône, on voyait des dindes, des oies, du gibier, des volailles, de la charcuterie, de grands quartiers de viande, des cochons de lait, de longs chapelets de saucisses, des petits pâtés, des puddings de Noël, des tonnelets d'huîtres, des châtaignes grillées toutes chaudes, des pommes aux joues écarlates, de juteuses oranges, de succulentes poires, d'immenses gâteaux des rois et des bols d'un punch bouillant qui obscurcissait la pièce de sa délicieuse vapeur. Trônant nonchalamment sur cette pyramide était assis un joyeux géant, magnifique à voir. Il tenait à la main une torche allumée dont la forme évoquait une corne d'abondance, et il l'éleva très haut afin de répandre sa lumière sur Scrooge lorsque ce dernier passa la tête par la porte. « Entre » s'écria le fantôme, « entre et apprends à mieux me connaître, l'ami. » Scrooge s'avança timidement et se tint devant l'esprit la tête basse. Ce n'était plus le Scrooge chétif des heures précédentes, mais bien que les yeux de l'esprit fussent clairs et pleins de bonté, il n'aimait pas rencontrer leur regard. « Je suis l'esprit du Noël présent, dit le fantôme. Regarde-moi en face. » Scrooge obéit avec respect. L'esprit était vêtu d'une robe simple, une tunique bordée de fourrure blanche. L'étoffe se drapait si négligemment autour de son corps que sa vaste poitrine était nue, comme s'il dédaignait d'user d'un artifice pour se garantir ou se cacher. Ses pieds qui dépassaient des amples plis du vêtement étaient nus pareillement, et pour seule coiffure, il portait une couronne de houx parsemée de glaçons brillants. Les longues boucles de sa chevelure brune flottaient librement, sans plus de contrainte qu'il n'y en avait dans son visage franc, son œil clair, sa main ouverte, sa voix gaie, ses manières aisées et son air jovial. À sa taille pendait un antique fourreau, mais il était vide de toute épée et rongé par la rouille. « Tu n'as jamais vu mon pareil, s'écria l'esprit. « Jamais, répondit Scrooge. « Tu n'as jamais fréquenté les plus jeunes membres de ma famille? Je veux dire, car je suis très jeune, mes frères aînés de ces dernières années. »« Je ne le crois pas, dit Scrooge. Je regrette, mais je ne le crois pas. Avez-vous beaucoup de frères, esprit? » Plus de 1800, répondit l'esprit. Famille énorme et ruineuse à entretenir, murmura Scrooge. L'esprit de Noël présent se leva. Esprit, dit Scrooge avec soumission, conduisez-moi où vous voudrez. Je me suis promené la nuit dernière, malgré moi, et j'ai reçu une leçon qui commence à porter ses fruits. Si vous avez ce soir quelque chose à m'enseigner, je veux en faire mon profit. Touche ma robe. Scrooge fit ce qu'on lui disait et saisit la robe d'une main ferme. Houx, gui, baies rouges, lierre, dinde, oie, gibier, volaille, charcuterie, viande, cochon, saucisses, huîtres, pâtés, pudding, fruits et punch, tout disparut à l'instant. S'évanouirent de même le feu, la pièce, la lueur rougeâtre, l'heure nocturne, et ils se trouvèrent le matin de Noël dans les rues de la ville, où les gens faisaient une sorte de musique fruste, mais alerte et assez plaisante, en raclant la neige qui couvrait le trottoir devant leur maison et en la faisant tomber du toit à l'immense joie des gamins ravis de la voir s'écraser sur la route avec un plouf et s'éparpiller en minuscules avalanches. Les façades des maisons paraissaient très noires et les fenêtres encore plus noires. Par contraste avec la nappe de neige lisse et blanche des toits et avec la neige moins propre dont la dernière couche sur le sol avait été labourée de profonds sillons par les roues pesantes des charrettes et des voitures.
Ces sillons se croisaient et se recroisaient des centaines de fois au carrefour des grandes artères et creusaient un réseau compliqué d'ornières dont le tracé se perdait dans la boue épaisse et jaune, mêlée d'eau glacée. Le ciel était sombre et les rues les plus courtes étaient bouchées par une brume noirâtre, moitié glacée, moitié eau, où les particules plus pesantes descendaient en averses de suie, comme si toutes les cheminées de Grande-Bretagne avaient pris feu d'un commun accord et flambaient à cœur joie. Il n'y avait rien de très gai dans le climat, ni dans la ville, et pourtant il régnait partout un air de liesse, que le ciel d'été le plus clair, le plus brillant soleil d'été aurait en vain tenté de diffuser. Car les gens qui pelletaient la neige sur les toits étaient affables et de bonne humeur. Ils s'appelaient d'un appentis à l'autre, et de temps en temps, en manière de plaisanterie, ils échangeaient une boule de neige. Ils riaient aux éclats quand ils atteignaient leur cible, et d'aussi bon cœur quand ils la manquaient. Les boutiques des marchands de volailles étaient encore à demi ouvertes, et celles des fruitiers rayonnaient de toute leur splendeur. Il y avait de grands paniers de châtaignes, ronds et ventrus comme de vieux monsieur bon-vivant à la panse rebondie, s'étalant à la porte et débordant jusque sur le trottoir, dans leur apoplectique prospérité. Il y avait des oignons d'Espagne, aux larges flancs, rougeâtres et basanés, luisants et obèses comme les moines de ce pays, lançant du haut de leur étagère d'aguichantes œillades aux jeunes filles qui passaient, puis regardant d'un air innocent le gui suspendu au plafond. Il y avait des poires et des pommes amoncelées en brillantes pyramides. Il y avait des grappes de raisin que le boutiquier avait suspendues par bonté à des crochets bien visibles, pour que les placements en eussent gratis l'eau à la bouche. Il y avait des piles de noisettes, brunes et moussues, rappelant par leur parfum les promenades dans les bois et le plaisir d'enfoncer lentement dans les feuilles mortes jusqu'à la cheville. Il y avait des chaussons aux pommes, trapus et dorés, dont le hâle faisait ressortir le jaune des oranges et des citrons, et qui, de toute la densité de leurs juteuses personnes, priaient et suppliaient avec instance qu'on les emportât dans des sacs en papier pour les manger après le dîner. Les poissons rouges eux-mêmes, placés dans un bocal au milieu de ces fruits de choix, bien qu'appartenant à une race apathique dont le sang stagne, paraissaient savoir qu'il se passait quelque chose, et tournaient en rond du premier au dernier, la bouche ouverte, autour de leur petit univers, en proie à une excitation lente et sans passion. Les épiceries. Les épiceries presque fermées, tous les volets en place, sauf un ou deux peut-être, mais par ces fentes, quelle perspective! Ce n'était pas seulement le son joyeux des plateaux de balance descendant sur le comptoir, ni l'allégresse avec laquelle la ficelle se séparait de sa bobine, ni le cliquetis des boîtes de fer blanc montant et descendant comme dans un tour de jongleur, ni même les arômes mêlés du thé et du café si agréables à l'odorat, l'abondance et la beauté des raisins secs, l'extrême blancheur des amandes, la longueur des bâtons de cannelle, si droits, la qualité exquise des autres épices, les fruits confits, couverts d'une couche inégale de sucre fondu, si épaisse qu'on se sentait pris en les voyant d'une légère faiblesse et de tiraillement d'estomac. Ce n'était pas non plus parce que les figues étaient moites et charnues, ou parce que les pruneaux au goût un peu acidulé rougissaient modestement dans leur boîte haute en couleur, ou parce que tout était bon à manger et paré pour Noël. Mais c'est que les clients se hâtaient, si impatients de goûter les joies promises par ce jour, qu'ils se bousculaient en franchissant la porte, écrasant les uns contre les autres leurs paniers à provisions dans leur hâte fiévreuse, oubliant leurs emplettes sur les comptoirs, revenaient les chercher en courant et commettaient 1000 erreurs de cette sorte, de la meilleure humeur du monde. Tandis que l'épicier et ses garçons montraient tant de franche gentillesse que les cœurs de métal poli qui agrafaient leur tablier par derrière auraient pu être leur propre cœur exposé aux yeux de tous et livré aux petites corneilles de Noël s'il leur plaisait de les picorer.
Mais les cloches invitèrent bientôt toutes les bonnes gens à se rendre à l'église ou à la chapelle. Ils sortirent en troupe et se répandirent dans les rues, ayant arboré leurs plus beaux habits et leur visage le plus joyeux. En même temps, d'une quantité de rues latérales, d'impasses et de courettes sans nom, sortaient d'innombrables personnes portant leur dîner à cuire chez le boulanger. La vue de ces pauvres festins parut intéresser vivement l'esprit, car il alla se poster avec Scrooge à ses côtés sur le seuil d'une boulangerie, et soulevant les couvercles à mesure que passaient les porteurs, il répandait sur leur dîner quelques grains de l'encens qui brûlaient dans sa torche. C'était en vérité une torche peu commune que la sienne. Une fois ou deux, quelques coltineurs de dîner qui s'étaient heurtés rudement, ayant échangé des mots de colère, l'esprit fit tomber sur eux quelques gouttelettes et la bonne humeur leur revint immédiatement. Car, disait-il, ce serait une honte de se quereller le jour de Noël, et rien de plus vrai, Dieu soit loué, rien de plus vrai. Peu à peu, les cloches se turent, les boulangeries se fermèrent, et l'on vit apparaître le réconfortant présage de tous ces dîners en cours de cuisson, dans la tache de neige fondue qui s'élargissait près des fours de boulanger, où le trottoir fumait comme si ces pierres étaient en train de cuire elles aussi. Y a-t-il une saveur spéciale dans ce que vous répondez avec votre torche demanda Scrooge. Oui, ma propre saveur. Peut-il agir sur n'importe quel dîner d'aujourd'hui? Sur tous ceux qui sont offerts de bon cœur, les plus pauvres spécialement. Pourquoi les plus pauvres? Parce qu'ils en ont le plus besoin. Esprit, dit Scrooge, après un moment de réflexion, je m'étonne que de tous les êtres habitant les divers mondes qui nous entourent, vous soyez celui qui cherche à priver ces pauvres gens des occasions de prendre un plaisir innocent. Moi, s'écria l'esprit, vous voulez leur ôter la possibilité de dîner le 7e jour, et c'est souvent le seul où l'on puisse dire qu'ils dînent, n'est-ce pas vrai? Moi, s'écria l'esprit, n'est-ce pas vous qui entreprenez de fermer ces boutiques le jour du sabbat, ce qui revient au même, dit Scrooge. Moi, entreprendre cela? Pardonnez-moi si je me trompe. Cela s'est fait en votre nom, ou du moins au nom de votre famille. Il y a sur cette terre que tu habites, dit l'esprit, des hommes qui ont la prétention de nous connaître et qui couvrent de notre nom leur acte de passion, d'orgueil, de méchanceté, de haine, d'envie, de bigoterie et d'égoïsme. Or, ils nous sont aussi étrangers à nous et à tous les nôtres, que s'ils n'avaient jamais vécu. Rappelle-toi cela et rends-les responsables de ce qu'ils font, au lieu de nous en accuser. Scrooge promit qu'il le ferait, et toujours invisible, ils continuèrent à cheminer en pénétrant dans les faubourgs de la ville. C'était une faculté remarquable de l'esprit. Scrooge l'avait observé chez le boulanger, qu'en dépit de sa taille gigantesque, il pouvait s'adapter sans en être gêné à n'importe quel endroit et qu'il se tenait sous le toit le plus bas avec autant de grâce et avec la même majesté surnaturelle qu'il l'aurait fait dans la salle la plus haute. Peut-être fût-ce le plaisir que le brave esprit éprouvait à exhiber ce talent, peut-être fût-ce seulement son bon naturel généreux et aimant, et sa sympathie pour les êtres pauvres qui le conduisit tout droit chez le commis de Scrooge. Car c'est là qu'il dirigea ses pas, entraînant Scrooge, cramponné à sa robe. Et sur le seuil de la porte, l'esprit s'arrêta en souriant et bénit la demeure de Bob Cratchit, en l'aspergeant de sa torche. Pensez donc, Bob n'avait que 15 bobs par semaine. Il n'empochait chaque samedi que 15 exemplaires de son propre nom, et cependant le fantôme de Noël présent bénissait sa maison de 4 pièces. Alors se leva Madame Cratchit, la femme de Cratchit, parée de sa plus belle robe, qui n'était qu'une vieille robe retournée, mais qu'elle l'avait enjolivée de rubans, car ils sont bon marché et font de l'effet pour quelques sous. Et elle commença à mettre la table, aidée de Belinda Cratchit, sa seconde fille, tout aussi enrubannée qu'elle.
tandis que maître Peter Cratchit plongeait une fourchette dans la casserole de pommes de terre, après avoir ramené dans sa bouche les coins de son monstrueux col de chemise. Alors 2 petits Cratchits, un garçon et une fille, entrèrent en trombe, hurlant que, devant la boulangerie, il avait senti le fumet de l'oie et reconnu que c'était la leur. Et se plongeant voluptueusement dans les délices anticipées de la sauge et de l'oignon, ces jeunes Cratchits se mirent à danser autour de la table et portèrent au nu maître Peter Cratchit qui soufflait sur le feu, en toute simplicité, bien que son col de chemise l'étouffât à moitié, et qui souffla si bien que les nonchalantes pommes de terre se décidèrent à bouillonner et à cogner contre le couvercle de la casserole pour dire qu'elles étaient bonnes à prendre et à peler. « Qu'est-ce qui peut bien retenir votre chenapan de père à cette heure ?» dit tendrement madame Cratchit. « Et Tiny Tim, et Marthe. Au dernier Noël, elle était là 1 demi-heure plus tôt pour le moins. »« Marthe est là, maman !» s'écria une jeune fille en entrant. « Voici Marthe, maman !» s'écrièrent les 2 jeunes Cratchits. « Si tu savais comme l'oie est belle, Marthe !»« Mon Dieu, que tu es en retard, ma chérie !» dit madame Cratchit en l'embrassant 12 de fois, et en la débarrassant de son châle et de son bonnet avec plus de zèle que de coutume. « Nous avons eu beaucoup de travail à terminer hier soir, répondit la jeune fille, et ce matin il a fallu mettre de l'ordre, maman. »« Bon, n'y pensons plus, puisque te voilà, dit madame Cratchit, assieds-toi devant le feu, ma grande, et réchauffe-toi bien. »« Non, non, crièrent les 2 jeunes Cratchits, qui étaient partout à la fois. Papa arrive, cache-toi, Marthe, cache-toi. » Marthe se cacha, et l'on vit entrer le petit Bob, le père avec un bon mètre de cache-nez, sans compter la frange, qui pendait devant lui, et ses vêtements râpés, reprisés, brossés pour leur donner un air de fête, et Tiny Tim juché sur ses épaules. Hélas, le pauvre Tiny Tim marchait avec une petite béquille, et ses jambes étaient soutenues par une armature de fer. « Eh bien, où est notre Marthe ?» demanda Pomme Cratchit en regardant autour de lui. « Elle ne vient pas, dit madame Cratchit. »« Elle ne vient pas, répéta Pomme, perdant brusquement sa belle humeur, lui qui avait servi de pur sang à Tiny Tim et qui était revenu de l'église au grand galop. « Elle ne vint pas le jour de Noël ?» Marthe eut du chagrin de le voir si déçu, fût-ce par plaisanterie. Elle sortit donc prématurément de sa cachette, derrière la porte du placard, et courut se jeter dans ses bras, tandis que les 2 jeunes Cratchits s'emparaient de Tiny Tim et l'emportaient dans la buanderie pour lui faire écouter le pudding qui chantait dans la lessifeuse. « Est-ce que le petit Tiny Tim a été sage ?» demanda madame Cratchit après avoir taquiné Bob au sujet de sa crédulité, et quand Bob eut embrassé sa fille autant qu'il en avait envie. « Sage comme une image, et mieux encore, dit Bob. On dirait qu'à rester si longtemps assis tout seul, il réfléchit à des tas de choses, et qu'il lui vient les idées les plus étranges du monde. Il m'a dit en revenant qu'il espérait que les gens l'avaient bien regardé à l'église parce qu'il est infirme, et que cela doit être agréable, surtout le jour de Noël, de penser à celui qui fit marcher les mendiants paralysés et rendit la vie aux aveugles. La vue aux aveugles. La voix de Bob tremblait en répétant ces mots, et elle trembla bien davantage lorsqu'il ajouta que Tiny Tim prenait tous les jours plus de force et d'entrain. On entendit résonner sur le plancher son active petite béquille, et avant qu'une autre parole eût été prononcée, Tiny Tim entra, escorté de son frère et de sa sœur qui l'installèrent sur son tabouret près du feu. Et tandis que Bob, ayant remonté ses manches, composait dans une cruche un mélange chaud où entrait du gin et des citrons qu'il agita et tourna un bon moment et qu'il mit à mijoter au coin du feu. Maître Peter et les 2 petits Cratchits, ces prodiges d'ubiquité, s'en allèrent chercher l'oie, qu'ils rapportèrent bientôt en cortège triomphal. À entendre le tumulte causé par leur entrée, on aurait pu croire qu'une oie était le plus rare de tous les oiseaux, un phénomène emplumé auprès duquel un cygne noir serait l'objet le plus banal. Et c'était en vérité plus ou moins le cas dans cette maison. Madame Cratchit fit chauffer la sauce.
Maître Peter écrasa les pommes de terre avec une vigueur incroyable. Miss Belinda sucra la compote de pommes. Marthe essuyait les assiettes chaudes. Bob attabla le petit Tim près de lui dans un tout petit coin. Les deux jeunes Cratchit avancèrent des chaises pour tout le monde et n'eurent garde de s'oublier. Puis ils se mirent en faction, chacun à son poste, une cuillère enfoncée dans la bouche pour être sûr de ne pas réclamer de loi avant que vint leur tour d'être servis. Enfin les plats furent posés sur la table, et l'on dit le Bénédicité. Il fut suivi d'un long silence haletant lorsque madame Cratchit, examinant lentement du manche à la pointe le couteau à découper, se prépara à le plonger dans la poitrine de l'oie. Mais à peine l'eut-elle fait, et à peine une bouffée de la farce longtemps attendue s'en fut-elle échappée, qu'un ronronnement de béatitude monta du cercle des convives, et que Tiny Tim lui-même, excité par les deux jeunes Cratchit, martela la table du manche de son couteau et cria d'une voix ténue « Hurrah !» Jamais l'on ne vit pareille oie. Bob déclara qu'il ne croyait pas qu'on eût jamais fait cuire de tel. Sa chair tendre, son goût exquis, sa grosseur et la modicité de son prix furent les thèmes de l'admiration universelle, en y ajoutant la compote de pommes et la purée. Ce fut un dîner suffisant pour toute la famille, et même, comme le fit remarquer madame Cratchit avec beaucoup de joie, l'œil fixé sur un atome d'os qui restait sur le plat, il n'avait pas du tout mangé. Il n'avait pas tout mangé. Pourtant, chacun en avait eu assez, et les plus jeunes Cratchit en particulier étaient barbouillés de sauge et d'oignons jusqu'aux yeux. Mais lorsque les assiettes eurent été changées par Miss Belinda, madame Cratchit quitta la pièce seule, trop émue pour supporter la présence de témoins, afin de démouler le pudding et de l'apporter sur la table. Et s'il n'était pas assez cuit? Et s'il allait se casser quand elle le démoulerait? Et si quelqu'un était passé par-dessus le mur de la courette et l'avait volé pendant qu'il se régalait d'oie? Toutes sortes d'horreurs furent supposées. Un grand nuage de vapeur. Le pudding était sorti du baquet. Une odeur de jour de lessive. C'était la mousseline qui l'enveloppait. L'odeur d'un restaurant qui serait à côté d'une pâtisserie voisine d'une blanchisserie. C'était le pudding. Une minute après, madame Cratchit faisait son entrée, le visage rouge mais souriant d'un air fier, portant le pudding ferme à souhait, imbibé d'un quart de pinte d'eau-de-vie enflammée et adorné d'une branche de houx plantée à son sommet en l'odeur de Noël. « Oh, le merveilleux pudding !» Bob Cratchit déclara, et il parlait avec pondération, qu'il considérait ce pudding comme le plus grand succès de la carrière de madame Cratchit depuis leur mariage. Madame Cratchit répondit que, n'ayant plus ce poids sur la conscience, elle pouvait bien avouer qu'elle avait eu quelques doutes sur la quantité de farine. Chacun eut son mot à dire, mais personne n'insinua ou ne pensant que c'était en réalité un très petit pudding pour une si nombreuse famille. Ça aurait été pure hérésie par un seul Cratchit qui n'eût rougi de le suggérer. Enfin, le dîner achevé, la table fut desservie, le foyer balayé et le feu attisé. La mixture de la cruche ayant été goûtée et jugée parfaite, on plaça les oranges et les pommes sur la table avec une pelletée de châtaignes sous les cendres. Puis toute la famille Cratchit s'installa devant le foyer, formant ce que Bob appela un cercle, voulant dire un demi-cercle. À portée de sa main, Bob avec toute la verrerie de la famille, 2 gobelets et un petit pot à crème qui avait perdu son anse. Ces récipients, toutefois, continrent la boisson chaude de la cruche, aussi bien que l'eussent fait des timbales d'or. Bob la servit d'un air rayonnant, tandis que sur le feu des châtaignes sautaient et se fendaient à grand bruit. Alors Bob leva son verre. « Joyeux Noël à tous, mes chéris. Que Dieu vous bénisse. » La famille entière fit écho. « Dieu nous bénisse tous, » dit Tiny Tim qui parla le dernier. Il était assis sur son petit tabouret, très près de son père. Bob tenait sa menotte flétrie dans la sienne, comme s'il aimait l'enfant d'une tendresse spéciale et désirait le garder à ses côtés, de peur qu'il ne fût ravi. « Esprit, dit Scrooge, avec un intérêt qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, dites-moi si Tiny Tim vivra. »
Je vois une place vacante au coin du pauvre foyer, répondit l'esprit, et une béquille sans propriétaire, conservée comme une relique. Si l'avenir ne change rien à ses ombres, cet enfant va mourir. Non, non, dit Scrooge. Oh, non, bon esprit, dites qu'il sera épargné. Si l'avenir ne change rien à ses ombres, répéta l'esprit, aucun de mes successeurs ne le trouvera ici. Et puis après, s'il doit mourir, qu'il le fasse. Cela diminuera l'excédent de la population. Scrooge inclina la tête, accablé de remords et de tristesse, en entendant l'esprit citer ses propres paroles. « Ô homme, dit l'esprit, si tu as un cœur d'homme et non un cœur de pierre, cesse d'employer cet hypocrite jargon jusqu'à ce que tu aies découvert ce qu'est ce surplus et où il est. Vas-tu décider quels êtres doivent mourir et quels êtres doivent vivre et quels êtres doivent mourir? Il se peut qu'aux yeux du ciel tu sois moins précieux et moins digne de vivre que des millions d'êtres semblables à l'enfant de ce pauvre homme. Grand Dieu, entendre l'insecte sur la feuille décréter qu'il y a trop peu de mortalité parmi ses frères affamés luttant dans la poussière. Tout tremblant, Scrooge subit la réprimande et l'esprit les yeux baissés. Mais il les releva vivement en entendant prononçant son nom. « À la santé de M. Scrooge, disait Bob. Je propose de boire à M. Scrooge, le patron de la fête. » « Le patron de la fête, vraiment, s'écria Madame Cratchit en rougissant. Si je le tenais, je le régalerais de toutes les bonnes choses que je pense de lui, et il lui faudrait un fier appétit pour les digérer, je vous en réponds. Ma bonne, dit Bob, les enfants, le jour de Noël. Il faut que ce soit le jour de Noël, en effet, dit-elle, pour que nous buvions à la santé d'un homme aussi odieux, aussi pingre, aussi dur et aussi insensible que M. Scrooge. Tu sais qu'il est tout cela, Robert. Personne ne le sait mieux que toi, pauvre garçon. Ma chérie, protesta Bob avec douceur, le jour de Noël? Je boirai donc à sa santé, pour l'amour de toi et à cause de ce jour, dit Madame Cratchit. Mais ce n'est pas pour l'amour de lui. Je lui souhaite une longue vie, un joyeux Noël et une heureuse année. Il sera très joyeux et très heureux, je n'en doute pas. Les enfants burent à la santé de Scrooge après elle. De toute la soirée, ce fut la première chose qu'ils ne firent pas de bon cœur. Tiny Tim leva son verre en dernier, mais sans entrain. Scrooge était l'ogre de la famille. Son seul nom avait jeté sur leur petite fête une ombre qui mit bien 5 minutes à se dissiper. Lorsqu'ils eurent chassé de leur esprit l'image de Scrooge le maléfique, le seul soulagement les rendit 20 fois plus gais qu'avant. Bob Cratchit leur apprit qu'il avait en vue pour maître Peter une situation dans laquelle il pourrait gagner, s'il l'obtenait, jusqu'à 5 shillings et demi par semaine. Les deux jeunes Cratchit rirent à gorge déployée en imaginant Peter sous les traits d'un homme d'affaires. Et Peter lui-même contempla le feu d'un air pensif entre les pointes de son col, comme s'il réfléchissait d'avance au placement qu'ils honoreraient de son choix quand il sera en possession de ce revenu étourdissant. Marthe, pauvre petite apprentie chez une marchande de mode, leur parla alors des besognes qui lui étaient assignées, du nombre d'heures qu'elle passait à travailler sans arrêt, et leur déclara qu'elle avait l'intention de rester au lit très tard le lendemain matin pour se reposer. Le lendemain était un jour de congé qu'elle passait à la maison. Elle leur raconta aussi que, peu de jours auparavant, elle avait vu un lord et une comtesse, et que le lord était à peu près de la taille de Peter. Sur quoi Peter tira sur sa chemise et se haussa tellement le col que, si vous aviez été là, vous auriez perdu sa tête de vue. Pendant tout ce temps, les châtaignes et la cruche circulaient à la ronde, et puis Tiny Tim leur chanta une romance où il était question d'un enfant perdu dans la neige. Tiny Tim, qui avait une petite voix plaintive, la chanta très joliment en vérité. Il n'y avait là rien de très élégant. Les gens de cette famille n'étaient pas beaux, ils n'étaient pas bien habillés, leurs chaussures avaient depuis longtemps cessé d'être imperméables, leurs vêtements étaient minables, et Peter connaissait bien, j'en jurerais, la boutique du prêteur sur gage. Pourtant, il était heureux de vivre et plein de gratitude
satisfaits les uns des autres et de la fête qu'ils célébraient. Et lorsqu'ils s'effacèrent peu à peu au regard, l'air encore plus ravi à la lueur des brillantes étincelles dont l'esprit les aspergea en partant, Scrooge tint les yeux fixés sur eux, surtout sur Tiny Tim, jusqu'à ce qu'ils eussent complètement disparu. Voilà, fin de la 5e partie. Ça va, ils ont été plus calmes sur la fin. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée. Et je vous dis à demain. Gros bisous.